On rentre donc dans le sujet de la prévision des inondations avec d'abord un focus sur l'atlas dynamique des zones inondables. Je demande donc pour cette séquence à Bertrand Jacopin, Jean-Louis Robert et Alain Jalabert de me rejoindre et on enchaînera tout de suite après sur un regard pointu, acéré sur la mission nationale risque et inondation. Euh, Monsieur Jean-Louis Robert de Villelaure, vous m'avez dit tout à l'heure, vous pouvez prendre ce micro, que le SMAVD c'était des copains. Comment est-ce qu'on devient copain avec un SMAVD? Comment on devient copain? Ben écoutez, je ne peux pas dire autre chose. C'est parce que l'aide qu'ils nous apportent exactement au niveau des communes pour gérer tous nos problèmes, qu'ils soient évidemment vis-à-vis de la prévention des inondations, des travaux. Je parle assez fort ou pas? Je peux m'asseoir? Excusez-moi. D'abord, j'ai oublié de vous dire bonjour, mesdames et messieurs. Je ne rentre pas dans tous les termes protocolaires vis-à-vis des élus, mais vous m'excuserez, hein. On va se la faire entre amis. On a exactement le même problème aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le SMAVD, pour moi, ça représente évidemment tout ce qu'il est intéressant d'avoir à disposition de communes rurales, résoudre tous les problèmes liés à la fois au risque d'inondation et aux structures de travaux qui vont être. Parce que vous pensez bien que quand on commence à m'annoncer que la restructuration des bords de Durance au niveau des digues et de tout ce qui fait les contrôles réglementaires pour la sécurité, quand on commence à me donner des chiffres qui dépassent il y a plusieurs années hors taxes, on pose un peu des questions. Alors, depuis le début, donc, je suis Monsieur le Président Yves, avec qui on échange beaucoup, mais aussi tous les techniciens, les directeurs et les techniciens qui viennent nous voir. Je peux vous dire que c'est une relation technique, certes, mais qui est conviviale, qui est d'amitié, et j'apprécie beaucoup. Et comme ils ont eu la gentillesse, malgré mon caractère, de m'accepter parmi eux, je fais partie aujourd'hui du comité élargi de AVD. Et à ce titre-là, je travaille. Et en plus, ils ont mis la commission d'appel d'offres maintenant. Tant pis pour eux, mais je peux vous dire que je me réunir à toutes les réunions au comité plénier. Et parce que la protection de l'endurance, elle passe par le SMAVD. Voilà. Merci beaucoup à Alain Jalabert, pompier parmi nous, comme vous le constatez. Vous êtes le capitaine du SDIS du Vaucluse. Hier, on a ouvert nos travaux par une minute de silence pour l'Aude. Vous y étiez, me semble-t-il, la semaine dernière. Un petit regard sur ce qui se passe sur le terrain en ce moment? Oui, un regard averti en tant qu'Audois déjà, je suis narbonnais, donc très sensibilisé aux inondations depuis mon adolescence, puisqu'à 92 j'avais 15 ans. Et dans le métier que je représente aujourd'hui, bon, je suis technicien chez les sapeurs-pompiers, autour de la prévention des risques naturels, mais aussi la double casquette d'être l'animateur de la zone sud sur le domaine que l'on appelle intervention en milieu aquatique. Bon, en clair, les plongeurs et les sauveteurs aquatiques. Donc la zone sud pour nous, c'est ces trois régions, la Corse, PACA et puis l'Occitanie. L'Occitanie, vous le savez, depuis 2 ans, elle s'est agrandie avec 8 départements, les départements de Midi-Pyrénées. Et en fait, ce qui nous c'est d'être avec vous en tant que partenaire pour l'avant-crise, pour accompagner les élus locaux dans leur aménagement du territoire. Et puis évidemment, c'est pendant la crise aussi. Et pendant la crise, ben, là on y est encore. Hein. Il y a des détachements de toute la zone sud, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse. Je ne vais pas vous faire la liste complète, mais il y a 700 sapeurs-pompiers qui sont encore mobilisés sur le terrain. Donc je vous remercie pour votre minute de silence, puisqu'il y a 14 décès et ils ne sont pas tous encore retrouvés. C'est très éprouvant pour évidemment les populations, mais aussi les secours. Nous, c'est notre quotidien, l'eau. Hein. Donc l'eau, elle nous anime tous les jours, parce que c'est aussi un qui fait l'actualité en 2017 avec, j'ai des élus en face de moi, les règlements départementaux de défense extérieure contre l'incendie, qui posent un certain nombre de problèmes hein, d'approche pour les élus et auxquels les SDIS répondent dans l'accompagnement. Mais l'eau, c'est aussi un agent destructeur. Mais c'est d'abord la vie. Donc ouais, il y a tout ça, c'est beaucoup de passion, beaucoup d'énergie.
Et je remercie M. Jacopin de son invitation pour vous accompagner et vous amener là du retour terrain sur nos interventions et là une appréciation des outils qui sont en train de monter, ces outils de prévision des crues, tout comme aussi les outils en temps réel d'observation. Voilà, donc j'essaierai de répondre à vos questions et d'animer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, justement, Monsieur Jacopin-Bertrand, cet atlas dynamique des zones inondables, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Vous le construisez ensemble pour ce collectif? La parole est à vous. Allons-y. Ça marche. Alors, vous savez que historiquement, en France, tout le monde a essayé de prévoir les débits. Et notamment les services de prévision s'attachent à fournir cette information-là. Et le lien, le débit et les conséquences directes sur le terrain est complexe. Et nous, on le sait trop bien, et on le sait trop bien avec nos membres, lorsqu'il y a une les maires des communes, les intervenants, les pompiers, services de gestion des rites, des routes, pardon, ne peuvent pas faire le lien entre 2000 m3 par seconde dans la traversée de l'Île-Laure, séquence. Du coup, il paraît évident national d'une prévision ça marche pas. Bon, d'une prévision de débit à une prévision d'inondation. Ce schéma-là, il rentre dans un projet national, un cadre national d'intervention, qui est Viginonde. Les services de l'État se sont mobilisés là-dessus et ont déployé un certain nombre de travaux pour permettre de passer de la prévision d'inondation. C'est un travail national qui est piloté notamment par le Chapi. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant et on travaille en collaboration. On fait ensemble. On fait un droit de sur la vallée de la Durance parce que c'est devenu un objectif de savoir ce qui allait se passer à tel débit. Dans une stratégie et non entre des fondations. Et ses conséquences en matière d'étendue de zone inondable, qu'est-ce qui est inondé, les c'est-à-dire la notion de risque, les infrastructures de transport qui pouvaient être impactées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède aux zones, ou comment est-ce qu'on continue de pouvoir transiter dans le territoire. Dernière chose, intégrer le comportement des ouvrages. Puisque les travaux nationaux sur Viginonde se sont bâtis principalement sur les études PPR, ils n'avaient pas les moyens d'interpréter un comportement prévisible des ouvrages. Vous savez que la logique des PPR, c'est de considérer que les ouvrages de prévention et d'urbanisme. Et nous, par contre, c'est évidemment donc la zone pilote endurance, c'est situé en aval de Pertuis, pas très loin d'ici, sur un secteur compliqué. On a essayé de chercher un secteur compliqué où il y avait plein dans tous les sens. Donc, de rivière d'une dizaine de kilomètres, donc vous voyez que ça fait beaucoup d'ouvrages pour peu de kilomètres de rivière, avec la compilation de plein de données topographiques différentes, et un secteur sur lequel on avait du retour d'expérience, c'est-à-dire que le syndicat, depuis 40 ans, relève des laisses de crue et était en capacité de caler un modèle pertinent. Ce secteur était intéressant parce qu'il pouvait traduire de manière très illustrée comment le comportement d'un ouvrage en période de crue peut être déterminant pour la gestion de crise et le déploiement des secours. Donc on voit sur cette diapo un comportement qui a été modélisé comme probable, c'est-à-dire un épi, l'épi de Versailles, donc sur la commune de Ville, dont le comportement probable, on va dire
la zone inondable entourée en orange est donc modélisée de cette façon-là. Et le destin de cet ouvrage, si jamais il ne casse pas, parce qu'en fait la chose prévisible n'est pas certaine, la non-rupture de l'ouvrage, c'est-à-dire un scénario où l'épi de Versailles tient, conduit à une surhauteur en amont, des déversements par-dessus la ligne de protection qui est en arrière, la route des Pradas, et finalement une inondation plus pénalisante que l'ouvrage qui tient. Donc on voit que sur nos territoires, où on a, vous l'avez vu, parfois 4 km d'ouvrage par kilomètre de berge, l'intégration du destin de ces ouvrages dans les cartographies opérationnelles, comment on se projette sur le terrain, déterminante. Du coup, nos équipes de modélisation, parce que le choix historique du syndicat, ça a été aussi de dire que sur ces problématiques-là, il faut investir dans le long terme, qui sont capables de faire ces études. Fabienne Mercier, qui a réalisé une partie des études. On a un jeune homme qui a commencé à faire ses études chez nous, puis maintenant il est parti au syndicat de l'Arve. Donc vous voyez que c'est une petite communauté, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne bien. L'idée, c'est de compiler 60 scénarios. Pour sortir une carte, il faut compiler 60 scénarios différents de destin des ouvrages. Ils tiennent, ils tiennent pas, qu'est-ce qui se passe? Et si ça veut être opérationnel en période de crise, évidemment, ce scénario-là, à la fois, il faut qu'il soit tenu et qu'il soit vérifié. Et donc, lorsqu'il y a des crues qui se présentent, il faut qu'on vienne vérifier que le modèle fonctionne. Ça nous est arrivé sur ce tronçon test. Donc, la crue de novembre 2016 nous a permis de relever de nouveaux repères de crues, de venir réinterroger le calage du modèle. L'idée de faire des scénarios de modélisation dans tous les sens, évidemment, ce n'est pas une idée nouvelle. L'idée nouvelle, c'est de le travailler ensemble, et de le travailler avec les services de secours, avec les maires, avec les utilisateurs. Il faut que cette complexité-là, elle soit tout à fait accessible de manière opérationnelle. Donc, on a mis en œuvre une mise en forme concertée de ces atlas qui passent par des repères, on est sur quelle commune, on est à quel débit de la Durance, quelle est la légende, comment est-ce qu'on lit la carte. Et ensuite, on traduit toute la complexité par deux choses. Par des zones en camailleux de bleu plein qui traduisent les zones inondées réalistes, c'est-à-dire dans des scénarios à peu près normaux de tenue des ouvrages, de tenue rupture. Et puis le scénario pessimiste, en hachuré, qui permet une projection opérationnelle vers des scénarios au-delà. Ça permet d'être dynamique. C'est un des axes dynamiques de cet outil. Donc cette mise en forme concertée, évidemment, on l'a travaillée avec les utilisateurs, que sont Monsieur le maire et le capitaine, notamment avec le département de Vaucluse et avec un certain nombre d'autres partenaires. Il y a une version papier dont vous disiez qu'elle peut être papier et plastifiée, qui peut être posée sur le capot d'un véhicule de pompiers, aussi des outils sous forme de SIG. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, monsieur le maire, ce nouvel outil? Concrètement, quel bénéfice vous en tirez pour la gestion des inondations ou l'anticipation des inondations sur votre territoire? Alors, je bénéficie évidemment de différents programmes pour la surveillance un petit peu qui se fait entre les citoyens et voisins vigilants. Les voisins vigilants, c'est une démarche commerciale d'une entreprise, mais donc sur la commune, nous bénéficions des deux. Tout ça, c'est pour que les gens surveillent la maison et préviennent et donnent les alertes en mairie. J'ai pris en plus le logiciel qui permet de faire des alertes générales sur le territoire communal. Donc vis-à-vis des risques d'inondation et aussi des feux de forêt, parce que bon, ma commune fait 1800 hectares, mais il y en a quand même un millier qui sont liés à la zone agricole, mais nous avons quand même 600 hectares de forêt aussi. Donc j'ai divisé avec évidemment le conseil municipal, nous avons travaillé là-dessus, et nous avons divisé le village en 5 zones, parce que nous avons aussi un torrent à régime méditerranéen qui présente des gros risques. Mais pour ce qui est de la Durance, où nous partageons 5 km évidemment de bordure, et un beau fleuve, soit, mais partie des 3 fléaux de la Provence, hein, on a éliminé le Parlement, on garde le Eh bien, aujourd'hui, on a quand même une chose qui fait que sur la Durance, avec cet atlas dynamique, ça me permet de mettre 3 niveaux d'alerte. Et tout ça, je l'ai travaillé avec Bertrand et tous les techniciens du SMAVD, et je les en remercie encore.
Ça me permet de mettre un niveau d'alerte 1 qui fait que quand on arrive à des débits qui approchent les 1200 mètres cubes, on a une alerte qui dit qu'il y a un grossissement de la Durance. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire les gens sont prévenus, attention. Il y a un niveau 2 qui dit qu'on dépasse les 1500 mètres cubes. Là, on peut commencer à avoir au-delà des déversements d'eau que l'atlas dynamique nous permet. Depuis l'histoire du village et du gain de terre qui s'est fait au détriment de la Durance, évidemment, j'ai quand même, depuis le XVIIe siècle, j'ai quand même plus de 100 grosses habitations qui existent dans la plaine de Durance proprement dit, avec presque 400 habitants. Donc, et des phénomènes de structure de l'eau font qu'on pourrait même remonter jusqu'au centre-village aujourd'hui. Alors, et donc j'ai un niveau d'alerte numéro 3 qui dit aux gens, là on arrête, on va dépasser les 2000 mètres cubes. C'est quelque chose de très 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 positif, je peux vous le dire. Merci beaucoup, M. Robert. C'est très concret. Et vous, capitaine, qu'est-ce que ça change dans votre boulot avec ou sans cet atlas dynamique des zones inondables? En fait, ça change beaucoup de choses. Les sapeurs-pompiers de Vaucluse ont eu l'initiative il y a quelques années de faire un atlas qui n'est pas dynamique. Pour nous, cet atlas, c'était très simple. C'est des pages vierges du territoire inondable que l'on remplit sur le terrain des opérations sans perdre de temps, pas 2 mois après. On l'envoie au commandant des opérations de secours. C'est une charge pour lui et tout comme les mises en sécurité, il doit établir une carte. Et parmi tous les partenaires, il y en a beaucoup autour de l'eau. On pourrait, pour rester dans la thématique, s'y noyer. Et c'est le risque aujourd'hui quand on est en pré-crise, c'est de se noyer dans tous les signaux, toutes les informations. Donc il faut sélectionner les bonnes informations. Et parmi toutes ces bonnes informations, il y a cet atlas dynamique qu'on a identifié comme une bonne pratique. Alors cette bonne pratique, on va la traduire de 2 manières. La première, c'est dès que possible, et avec nos moyens, les intégrer dans les SIG. Donc le SIG, il y en a dans beaucoup d'établissements publics. Le SDIS et les SDIS de France en ont tous. Donc ça nous sert pour estimer qu'est-ce qui va se passer. Et vous parliez du capot de la voiture, il se passe beaucoup de choses sur le capot d'une voiture quand on est en discussion opérationnelle avec vous, les élus de terrain. Je vous donne un exemple. Il y a 2 jours, on a envoyé 30 sapeurs-pompiers, des sauveteurs aquatiques, sur le département de l'Aude. Donc ils sont allés à Carcassonne, ils ont travaillé à Conques, enfin des noms que vous avez entendus à la radio, Villegayen, etc. Puis on leur a dit, vous allez à Salelles. Là, ils n'étaient pas dans la lutte, ils étaient dans l'anticipation. Parce que Salelles est un village qui a souvent été victime des crues centenales avec 1,10 m d'eau dans la commune, dans les basses plaines de l'Aude. Eh bien, ils sont allés à Salelles et ils s'y sont fait enfermer. Enfermés parce que l'eau est montée. Et finalement, c'était une prison dorée, puisque, bon, à part quelques mises en sécurité, ils n'étaient plus disponibles, ces 30 sapeurs-pompiers, pour assumer d'autres missions. Et aujourd'hui, si on avait eu, ou plutôt hier, il y a 48 heures, des atlas dynamiques qui nous permettaient de mettre en corrélation Vigicru, auquel nous sommes connectés de façon quasi génétique, avec des effets terrain probables, supposés, paramétrés, ce qu'on appelle aujourd'hui les ZIP, les zones inondables potentielles ou probables, je ne sais plus le P dans l'acronyme, ça nous aurait aidé peut-être à avoir cette dynamique du positionnement et d'anticiper. Après, de façon très commune, depuis 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile a amené un outil fantastique qui qui mérite d'être encore développé, il faut aller plus loin, plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde, c'est l'outil opérationnel du maire pour s'en sortir devant un risque majeur. Là, un feu de forêt, le territoire sud, Luberon a été touché il n'y a pas très longtemps, mais évidemment pour les inondations. Lorsqu'un plan communal de sauvegarde est activé, on envoie un officier de liaison pour accompagner le maire, ou mieux, le RAC, le responsable de l'action communale. Et j'engage tous les élus à désigner un plan communal de sauvegarde bâti sur un RAC, pour ne pas mettre le doigt dans un engrenage qui vous prendrait jusqu'à l'épaule. Bon, là, on est dans le détail opérationnel de comment se conduit un PCS. Donc nous, on est connecté à vous, au travers du PCS ou pas. Et lorsqu'en PCS, on est sur une discussion tabletop, comme disaient les Anglais, au capot de la voiture, et qu'on sort un atlas comme ça, la guerre, elle est quasiment gagnée. Elle est gagnée dans le temps de l'anticipation.
Elle est gagnée aussi sur le temps du sauvetage réel. C'est-à-dire que vous avez parlé de 400 personnes. Pour nous, c'est des enjeux. 400 personnes, c'est des enjeux. Évidemment, il y a autant de logements derrière ou de voitures. Ça nous permet d'apprécier quelle est l'urgence du déploiement des pompiers et où est-ce qu'on va le faire, comment prioriser en clair. Donc nous, on le voit comme quelque chose qui est moderne, agile, facilement récupérable sur nos outils opérationnels qui sont la cartographie, le SIG, mais aussi en consultation, j'imagine que par des liens internet, on peut l'avoir très facilement. Donc c'est gagnant-gagnant. Et donc ça, je pense que vous avez fait des petits, parce que le syndicat du Lez, il n'y a pas très longtemps, était mobilisé autour d'un exercice auquel nous participions sur l'inondation du bassin du Lez. Et on a pu mesurer à quel point ils sont aussi dans la génération de cartes type ZIP. Donc on voit naître une vraie bonne pratique. Voilà. Ok, c'est loin d'être une lubie de directeur d'études et de travaux, c'est très concret. On parle de vie humaine. Vous avez évoqué le fait qu'on pouvait se noyer dans la jungle des acteurs de l'eau. Un syndicat mixte comme le SMAVD, c'est un point de repère justement dans cette jungle d'acteurs. Bon, c'est une jungle avec des animaux sauvages qui sont inoffensifs, qui sont tous bien intentionnés. Les gens de l'eau, donc je remercie la communauté des gens de l'eau, c'est beaucoup des élus locaux, mais effectivement, les risques majeurs avec un tel impact ont conduit une multiplicité d'acteurs, d'un niveau central comme d'un niveau local. Mais il faut, pour nous, les acteurs de terrain qui sont à vos côtés au quotidien, sur l'avant-crise, dans l'accompagnement, ce qu'on appelle nous la prévention, mais aussi dans l'action pure et dure, celle du terrain, jusqu'à emballer les gens dans des sacs mortuaires. Donc de A à Z, le spectre de l'inondation. Et l'après-crise, le rétex. Les syndicats de bassin sont des acteurs incontournables. Donc je ne dis pas ça parce que je suis invité à vos côtés aujourd'hui. Je sais exprimer très librement, bien que je sois soumis à un devoir de réserve, ce que je pense, puisqu'on a légitimité à apprécier à chaque pas le bénéfice des outils que l'on construit ensemble. Donc oui, le syndicat mixte, c'est un acteur de terrain parce qu'il sait de quoi il parle, il est là, c'est un acteur de terrain. Donc nous, on s'entraîne dans l'endurance toute l'année. On travaille avec un ingénieur de chez vous, j'ai le numéro de téléphone dans mon portable. Quand je l'appelle et je lui dis qu'est-ce que tu en penses, on y va pas. Et les ingénieurs de prévision, on est connectés il n'y a pas très longtemps dans une conversation qu'on avait, je disais que j'envisageais en crise de convoquer ou inviter sur un poste de commandement, voire un COD, le centre opérationnel départemental, là où se décide un certain nombre de choses, des représentants du SMAVD. Je pense que demain, les syndicats mixtes auront encore plus, au-delà de l'aménagement du territoire, leur place dans la gestion de crise. Merci. Vous pouvez applaudir ce retour d'expérience passionnant. Est-ce que vous me permettez 2 petites minutes pour finir de remercier Merci. Je vais vous dire, aujourd'hui, je suis donc conseiller communautaire, la communauté donc territoriale du Luberon. Ils ont enlevé Durance, mais c'est dommage parce qu'on avait 4 communes qui étaient en bord de Durance, 25 000 habitants, et dans lequel nous avons, je suis le monsieur Gemapi, vous devez bien vous en douter, pour gérer à la fois les torrents et de gérer à la fois la Durance. Et je fais partie aussi de la NEB, madame. Voilà. Et monsieur le président. Et puis, tout ça pour dire que le SMAVD, nous les avons retenus pour faire pendant 2 ans, avec Christian qui s'est démené, parce que la tâche d'un élu de convaincre évidemment 16 autres maires de participer, qui ne se sentent pas concernés par la Durance, mais de participer au travail GEMAPI, et avec Véronique, que je remercie aussi, eh bien, nous avons retenu pour qu'il nous aide pendant 2 ans, bon, moyennant un petit peu de finances, bien sûr, pour que l'on prenne complètement la compétence GEMAPI. Et je dois dire que je remercie, j'ai été invité vendredi dernier
pour vous aider, pour aller voir le président du conseil régional qui était absent, mais Madame Bareil était là et donc a su, de manière à ce que la région reste engagée auprès du SMAVD et des bassins versants. Merci beaucoup, SMAVD. Merci. Ça marche tellement bien.